c'était comment, 1980 ? La situation géopolitique, on en a assez parlé dans le premier épisode, et on y reviendra. Mais 1980, c'est une année d'avancée à plusieurs égards. Médicalement, l'OMS déclare officiellement l'éradication de la variole. Cinématographiquement, Star Wars, l'Empire contre-attaque sort au cinéma. On passe un cap en termes d'effets spéciaux. Politiquement, c'est la première fois qu'une femme est élue présidente au suffrage universel. Ça se passe en Islande avec, attention, Vigdís Finnbogadóttir. Mais 1980, c'est aussi 6,5 millions de Big Mac vendus par jour, soit 75 par seconde. Encore une fois, mes amateurs de maths, je vous laisse calculer le nombre de tonnes de viande par année s'il y a 150 grammes de viande dans un burger. 1980, c'était 80% des Américains qui pensaient qu'un outil comme Internet, nous permettant de faire les courses depuis notre salon, n'existerait jamais. 1980, c'était aussi la naissance de Kim Kardashian, de Ryan Gosling, de Caris et de Zaz, qui n'ont d'ailleurs jamais fait de feat, étonnamment, et enfin la mort de Jean-Paul Sartre, Jesse Owens ou Alfred Hitchcock. Bref, une sacrée année. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Il y a toujours eu des relations très étroites entre le sport et la politique. De toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Et effectivement, chers auditeurs, vous ne nous regardez pas, mais vous êtes bel et bien en train d'écouter Sportivement Vôtre. Et on se retrouve pour la suite de notre histoire qui concerne les Jeux de Moscou 1980. En première partie, on avait observé un contexte géopolitique tendu à la fin des années 70, notamment entre Américains et Soviétiques, puis on avait mis en avant l'enjeu stratégique majeur que représentaient les JO 80 pour les deux superpuissances. Dans ce deuxième volet de l'épisode, on verra qu'ailleurs aussi, l'enjeu est grand et que la réponse à la question du boycott, ou non, va faire couler beaucoup d'encre. Partout dans le monde s'engagent effectivement des débats féroces entre partisans du boycott et défenseurs de la neutralité politique du mouvement olympique. Qu'en est-il ? Tout d'abord, il est nécessaire de revenir sur la possibilité évoquée par Carter de déplacer les Jeux. Pour faire court, cette idée, elle est illusoire. Déjà, la décision, elle revient au CIO, qui est un organe indépendant sur lequel Carter ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel. Et pour le CIO, la relocalisation des Jeux, c'est inenvisageable. Ça signifierait qu'il renie son principe de neutralité politique en se soumettant à la volonté des uns. De plus, Moscou est déjà prête pour accueillir l'événement. Changer de ville hôte à 6 mois des Jeux, ça relève de l'impossible logistiquement. Cette idée du président Carter, elle va donc peu à peu se dissiper, et celui-ci va centrer son discours désormais sur un boycott de l'événement par les pays occidentaux. Ces pays, justement, vont relativement vite se positionner. Les inscriptions pour les Jeux doivent en effet être finalisées en mai. Alors, boycott ou pas boycott ? Cette question, elle va se poser chez les dirigeants de chaque État du bloc de l'Ouest, qui est influencé théoriquement par les États-Unis. Ici, il est nécessaire de noter que les gouvernements ne peuvent pas décider eux-mêmes de la participation ou non de leur délégation olympique. Cette décision, elle revient en fait au Comité national olympique, CNO, de chaque pays, ceci étant des institutions indépendantes de l'État. Au mieux, les dirigeants politiques peuvent juste donner leur position au CNO qui les représente, qui ensuite est libre de suivre ou non la recommandation. En fait, même aux États-Unis, la position de Carter fait pas office d'ordre. Le comité olympique américain pourrait décider de quand même participer aux Jeux. Ce sera cependant pas le cas, après des semaines de pression et chantage de la part du gouvernement, le 24 mai, le CNO des USA se positionne en faveur du boycottage. Il n'y aura pas de délégation américaine à Moscou. Au moment de se positionner sur le boycott, on peut ainsi distinguer 3 positions des gouvernements occidentaux. Évidemment, les pays du bloc de l'Est, on n'en parle pas, ils sont pas favorables au boycott, logique. Tout d'abord, certains pays soutiennent l'initiative de leur allié américain. C'est le cas de l'Allemagne de l'Ouest, du Canada ou encore du Japon. Ces gouvernements dénoncent l'agression soviétique et ils seront suivis par leur CNO. D'autres pays, deuxièmement, se positionnent pas en faveur d'un boycott. Ils mettent en avant la neutralité politique propre au mouvement olympique. On peut citer la Suède, l'Italie ou l'Espagne dans ce cas-là. Enfin, certains gouvernements décident de ne rien indiquer à leur CNO, laissant à ces derniers la pleine responsabilité de la décision. Ce choix, il est justifié en avançant que le politique ne doit pas s'immiscer dans le sport et que c'est aux organes sportifs compétents de décider. Les gouvernements français, britanniques ou suisses optent pour cette solution. Ce ne sont pas les gouvernements qui organisent les Jeux Olympiques. C'est le Comité international olympique. Jean-Pierre Soisson, ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en 1980. Et le Comité international olympique a pris la décision d'organiser les Jeux à Moscou en 1974.
alors qu'il n'y avait pas de crise internationale. Et le Comité international olympique a pris la décision de choisir une ville, selon la charte olympique, et non pas un pays. Et ensuite, ce sont les comités olympiques nationaux, et pour la France, le Comité national olympique et sportif français, qui choisit lui-même d'envoyer tel ou tel Français participer aux épreuves, aussi bien pour les Jeux d'hiver que pour les Jeux d'été. Et à aucun moment, la procédure olympique ne prévoit l'intervention dans cette affaire du gouvernement français. Les Jeux ne sont pas du ressort des gouvernements. À travers ces propos, on le comprend, Soissons déresponsabilise le gouvernement français de la décision de boycotter ou non. En fait, ces pays, dont la France fait partie, cherchent surtout à ne froisser ni les Américains ni les Soviétiques en ne se prononçant pas vraiment, pour se mettre personne à dos. C'est pourquoi la France se cache derrière l'argument du « c'est à la sphère sportive de décider », afin de déléguer la responsabilité. Soissons l'avouera plus tard, mais le président Giscard d'Estaing espérait lui-même un boycott. Il préférait que celui-ci soit prononcé par quelqu'un d'autre, genre le Comité olympique français. Mais il n'en sera rien. Le Comité olympique ne prend pas la décision de boycotter et délègue encore le choix aux fédérations de chaque sport. Et la plupart des fédérations ne se prononceront pas non plus elles-mêmes contre la participation, laissant la liberté à leurs athlètes de le faire. On a l'impression en fait que personne ne veut prendre de décision. Tout le monde se refile un peu la patate chaude. En France, seules les fédérations de tir, de voile et d'équitation décideront de ne pas se rendre à Moscou. On voit là que le succès de l'appel au boycott des Américains est donc quelque peu mitigé. Beaucoup de pays du bloc de l'Ouest participeront quand même aux Jeux Olympiques. Mais Carter a plus d'un tour dans son sac. En parallèle de sa tentative d'influencer les autres pays, il essaie aussi de pousser le CIO à annuler tout simplement les Jeux, pour des raisons humanitaires. Même si, comme dit plus tôt, cette organisation est indépendante et n'est pas tenue d'obéir aux États, elle entretient des liens indirects avec ceux-ci, notamment au niveau financier. Pour tenter d'infléchir la position du CIO, Carter menace d'interdire la participation des entreprises américaines aux Jeux de 80, ce qui serait un gros coup dur pour le CIO. Toutefois, l'influence américaine sur les décisions du Comité international olympique est réduite depuis que Brundage n'est plus président. En 80, c'est l'Irlandais Lord Killianin qui est à la tête de l'organisation. Il ne se laisse pas faire, en mettant en avant l'indépendance du CIO. Les Jeux n'appartiennent pas au pays, mais au mouvement olympique. Ils ne se soumettront donc pas aux conjonctures politiques, étant fondamentalement apolitiques. Les Jeux auront bien lieu à Moscou, fin juillet. Et avant de s'y rendre, on va justement en parler de cet apolitisme des Jeux, et plus principalement des multiples arguments qui ont été avancés par les différents acteurs lors de ce débat sur le boycott. Commençons avec une première opposition à l'idée de boycottage qui vient de ceux qui avancent que la politique ne doit pas s'immiscer dans les affaires sportives et donc pas aux Jeux. Or, le boycott, c'est un acte politique, motivé par des raisons géopolitiques ici. Il a donc pas lieu d'être. Théoriquement, cette position, elle est défendable. En effet, dans sa charte olympique, le CIO mentionne que le mouvement olympique se doit d'appliquer le principe de neutralité politique. Dans son article 50, la charte avance que, je cite, « Aucune sorte de démonstration politique n'est autorisée dans un lieu olympique. » Il faut préciser ici que cette charte, elle est édictée par le CIO. Il faut donc la remettre en question et la confronter à la pratique. Le mouvement olympique est-il dans les faits réellement apolitique ? On va pas passer par quatre chemins ? Non, pas du tout. Structurellement déjà, les Jeux, en tant qu'affrontement entre nations, ils sont profondément politiques. Avec le développement qu'ils ont connu au XXe siècle, leur politisation, elle a fait que s'accentuer. Les enjeux économiques ont grandi, les Jeux coûtent et génèrent désormais beaucoup d'argent, les enjeux symboliques ont grandi, la domination olympique agit comme allégorie de la domination politique, comme on l'a vu durant la guerre froide avant. Enfin, de par l'audience qu'ils génèrent, les Jeux sont une vitrine publicitaire privilégiée, idéale pour faire passer des messages politiques. Une multitude d'événements viennent appuyer cette vision politisée des Jeux. Leur organisation par des régimes totalitaires, les multiples boycotts qui ont marqué l'histoire olympique, des gestes politiques d'athlètes restés dans les mémoires, etc. Tant d'histoires qui feront sûrement l'objet d'un prochain épisode d'ailleurs. En fait, on a l'impression que l'apolitisme du mouvement olympique, c'est un argument générique qui est utilisé par le CIO quand ça l'arrange. Pour dénoncer les différents boycotts qui ont lieu en 56, 76, on dit que les Jeux sont apolitiques, et donc qu'il ne faut pas boycotter. Mais quand en 36, les stades sont pétris de l'idéologie nazie, le CIO ne s'insurge pas face à cette politisation de l'événement. Tant que cela va dans son sens, la politisation est acceptée par le mouvement olympique. Dans le cas des Jeux nazis, ils ont fait entrer les Jeux dans une nouvelle dimension, avec une couverture médiatique sans précédent notamment. A l'inverse, les divers boycottages ne sont pas bénéfiques au mouvement olympique, tant économiquement qu'en termes d'image. C'est pourquoi ils dénoncent ces pratiques.
Et si on regarde pas maintenant par rapport à l'histoire, mais qu'on se centre sur ces Jeux de 1980 à Moscou, ceux-ci ne dérogent pas à la règle, et sont on ne peut plus politiques. Ils sont pensés pour mettre en avant la culture soviétique, le mode de vie communiste, et montrer au monde de quoi l'URSS est capable. Tout cela pour dire que l'argument anti-boycott prônant l'apolitisme des Jeux semble un peu naïf, voire hypocrite, et factuellement pas valable. Une seconde opposition, qui ressort souvent dans les débats sur la participation aux Jeux de Moscou, c'est celle entre les droits de l'homme et les droits du sportif. Dans la continuité de l'ultimatum du président Carter, l'opinion publique s'empare du débat. Beaucoup de personnalités prennent position et dénoncent l'agression de l'Afghanistan. En faisant cela, ils s'affirment comme partisans du boycott. C'est le cas en France de plusieurs intellectuels de l'époque, Simone de Beauvoir, Michel Foucault ou encore Jean-Paul Sartre. Ces intellectuels dénoncent le bafouement des droits de l'homme par le Kremlin, et donc la légitimité qu'apporteraient les Jeux à sa politique d'invasion. Cet argument peut être avancé comme le principal du camp favorable à un boycott et semble être plutôt solide. Il se heurte quand même à deux obstacles. Tout d'abord, c'est l'argument de Carter. Et dans les autres pays, notamment en France, on se méfie quand même de l'influence des Américains, à laquelle on ne veut pas simplement se soumettre. Deuxièmement, certains opposent cet argument des droits de l'homme bafoués à celui du droit des sportifs, le droit de liberté d'action des athlètes. Ces derniers s'entraînent corps et âme depuis de nombreuses années pour ces Jeux, qui sont l'apogée de leur carrière, et surtout, ils y peuvent rien à la politique d'invasion de l'URSS. Est-ce qu'on est donc en droit de les priver de leur rêve olympique, d'autant qu'il s'agit des principaux concernés quand même? En février 1980, la majorité des athlètes français s'opposent au boycott. Pour les Jeux, pour le boycott, j'ai remarqué qu'on interrogeait beaucoup les hommes politiques et pas tellement les sportifs, qui sont pourtant eux les premiers concernés. Et justement, je regrette que la parole ne soit pas aux sportifs finalement. C'est bien évident que ça fait 8 ans de travail pour presque rien pratiquement, puisque je vous dis, le principal objectif, ce sont les Jeux Olympiques. Il y a eu toute une histoire autour des Jeux Olympiques, il y aura sûrement une certaine tension à Moscou. Il est évident que si les Américains ne sont pas là, ça enlève une grosse partie de l'intérêt dans beaucoup de disciplines. Maintenant, on verra. Je préfère qu'il y ait des Jeux Olympiques sans Américains que pas de Jeux Olympiques du tout. En tant qu'athlète, on est toujours un peu partagé parce que d'un côté, il y a l'athlète et puis d'un autre côté, il y a l'homme, quoi. Eh bien, disons qu'en tant qu'athlète, ça fait 6 ans que je pense aux Jeux Olympiques et que je m'entraîne pour ça, pour y aller. Et je pense que je vais arriver au maximum de ma forme à Moscou, alors j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien participer. Ceci dit, en tant qu'homme, c'est différent parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a des choses assez scandaleuses qui se passent en Union soviétique. Ceci dit, moi j'aimerais personnellement que toutes les personnes qui parlent de ce problème en parlent un peu moins et demandent aux sportifs qui sont les premiers concernés d'en parler peut-être un peu plus. C'était Thierry Ray, Philippe Ouvion et José Marajo dans un documentaire de Stade 2. Au final, les 3 Français pourront se rendre à Moscou et vivre leur rêve olympique. Ce positionnement des athlètes vis-à-vis du boycott, on le comprend bien, il dépend de la grande envie de ceux-ci de participer aux JO, même s'ils doivent mettre de côté leurs valeurs humanitaires. En fait, on dirait que ce sont pas les arguments et la réflexion rationnelle qui créent leur opinion, mais plutôt leur intérêt personnel qui les mène à construire des arguments qui vont dans leur sens. Et ce schéma, il s'applique pas qu'aux athlètes, mais à la grande majorité des acteurs qui prennent position sur la question du boycott. Malgré tous les arguments qui sont avancés par les uns et les autres, la nécessité de neutralité olympique, les droits de l'homme, etc., chacun semble en fait juste réfléchir selon ses intérêts propres. Pour Carter, par exemple, et le gouvernement américain, c'est assez clair. On se cache derrière les droits de l'homme pour justifier le boycott et porter un coup dur à l'image de l'adversaire soviétique. Pour le CIO, on en a parlé plus tôt, on s'oppose au boycott en prônant la neutralité politique. En fait, c'est surtout parce qu'un boycott viendrait ternir l'image de l'organisation et affaiblir ses recettes. Il en va de même pour les comités nationaux olympiques, qui ont tout intérêt à ce que les Jeux aient lieu, que le mouvement olympique se porte au mieux, c'est leur raison d'être. Seuls les CNO dont le gouvernement a recommandé la non-participation aux JO n'y iront pas. Certainement que ceux-ci, d'ailleurs, trouvent des intérêts à aller dans le sens de leur État, même si ce sont des organisations indépendantes. Au niveau des athlètes, évidemment, ils ont envie que les Jeux aient lieu, c'est l'aboutissement de leur carrière sportive. Seuls certains se positionnent en faveur du boycott. Et ce sont principalement des athlètes qui ont déjà participé aux Jeux auparavant et qui n'ont pas grand-chose à espérer à Moscou. Par rapport aux interviews d'Olympiens écoutées plus tôt, on peut même remettre en question la position des médias, ici de Stade 2. En effet, la chaîne, elle a tout intérêt à ce que les Jeux aient lieu. Les événements sportifs sont son fonds de commerce. C'est peut-être pourquoi l'opinion des athlètes défavorable à un boycott est mise en avant dans le reportage.
Enfin, dans le débat public, on remarque un clivage net entre les bords politiques. Alors que la droite est globalement opposée à la participation aux Jeux, la gauche, et notamment sa frange communiste, s'oppose, elle, au boycott, sûrement plus amicale et moins méfiante vis-à-vis de Moscou. Le porte-parole de cette position en France est Georges Marchais, alors secrétaire général du Parti communiste français. Et je dis tout de suite, moi, les Jeux Olympiques doivent avoir lieu. Et ils doivent avoir lieu à Moscou. Pourquoi? Mais parce que les Jeux Olympiques, c'est un grand moment, non seulement pour les sportifs, mais pour la jeunesse et pour les peuples en général. Je trouve un peu drôle, depuis quelque temps, on jette la pierre aux Jeux Olympiques, comme si ce n'était pas une magnifique manifestation internationale à tous égards. Sans doute nombreux sont ceux qui, comme moi, ont la chair de poule quand ils voient les hommes sur le stade, dans la piscine, lutter pour conquérir une médaille, pour être le premier, monter sur la première place du podium. Ça, c'est l'exemple parfait. Marchais, il a une position, et je dis pas que c'est la mauvaise, ça je sais pas, mais il la défend sans réels arguments, à part la chair de poule que je ressens lors de ces jeux. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, je sais pas. Ça, c'est la position de la gauche. Mais de l'autre côté du spectre politique, plus à droite, on a le Front National qui s'investit dans la campagne de boycottage, s'opposant à ce que, je cite, « les Jeux aient lieu dans un État se livrant à une criminelle agression ». Surtout, le parti est empreint d'un fort anticommunisme. De plus, les élections présidentielles approchent, il y a donc nécessité pour les sympathisants de Jean-Marie Le Pen de faire parler d'eux. On voit donc bien que, malgré les arguments qui sont avancés, chacun semble prendre position par rapport à ses intérêts propres. D'ailleurs, cet exemple du clivage gauche-droite, il nous permet de mettre en lumière un positionnement changeant selon les intérêts des partis. En effet, 2 ans plus tôt, la droite s'était opposée au boycott de la Coupe du Monde en Argentine, qui était alors une dictature militaire, tandis que l'extrême gauche soutenait ce boycott. Les mêmes arguments, exactement, avaient été utilisés, les droits de l'homme, l'apolitisme du sport, etc., mais dans l'exact sens opposé. Finalement, on peut même essayer de faire une observation intéressante quant au positionnement politique et au positionnement par rapport au boycott. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais vous me redirez. Dans les pays de la 3e catégorie, où on donne aux fédérations le choix de se rendre ou non aux Jeux Olympiques, ce sont principalement les fédérations des sports plus traditionnels, d'origine plus aristocratique, qui vont boycotter. Équitation et tir pour la France, tir, équitation, escrime pour la Suisse, par exemple. Les pratiquants de ces sports ont éventuellement plus de sympathie pour la droite. Est-ce que cela a eu une influence sur leur participation ? Bref, on l'a vu, pour tous ces différents acteurs, qu'ils soient politiques ou sportifs, le positionnement face à la question du boycott dépend de leurs intérêts personnels ou institutionnels. Les arguments que nous avons présentés plus tôt sont alors juste des sortes de façades pour rendre leur pseudo-raisonnement plus respectable. Personnellement, je pense que c'est très difficile d'avancer avec certitude la légitimité d'une position par rapport à l'autre. Un contexte géopolitique complexe, les intérêts des uns, des autres, ça rend le jugement très compliqué. C'est pourquoi je joue la carte de la sûreté, la plus simple, je me mouille pas, et je vous laisse vous faire votre propre opinion en connaissance de cause. De toute manière, ma position elle importera peu, parce que j'arrive quand même 45 ans trop tard. Les choix finaux ont été faits en mai 1980, au moment des inscriptions des comités nationaux olympiques à l'Olympiade moscovite. Et le résultat de tous ces débats, c'est que 64 nations boycotteront, principalement des pays alliés des Américains et des pays musulmans qui dénoncent l'invasion de l'Afghanistan. Pour les athlètes des 80 délégations restantes, le départ pour Moscou est imminent. Attachez vos ceintures, c'est parti. Oups, non pardon, faux départ. On a encore une petite pause avant cela. Mais vous inquiétez pas, celle-ci devrait vous plaire. Vous êtes cordialement invité à effectuer votre voyage jusqu'à Moscou en première classe, et surtout en écoutant le morceau Back in the USSR des Beatles que vous retrouvez en description de l'épisode. On en reparle juste après, sportivement vôtre, à tout de suite.